Bonjour à tous, bienvenue sur le nouvel épisode des Affaires Obscures. Salut David. Salut Florent. Alors David, remis de tes émotions sur l'Égypte antique de la semaine dernière? Écoute, plus que jamais, je souhaite m'y rendre pour aller visiter la tombe de Toutankhamon et voir si elle produit ses effets. En tout cas, j'espère pas, parce que sinon, c'est la loose. Hein. Ouais, C'est la loose. Non. J'avoue, moi ça m'y ferait penser à deux fois, tu vois, d'aller Ah, dans... t'oserais pas entrer dans la tombe, du coup? Ah, je sais pas, j'ai pas envie d'être le gars à qui ça arrive 100 ans plus tard, tu vois. Alors, par contre, ça me donne envie de me documenter. Perso, j'aurais plus envie d'entrer dans la tombe de Toutankhamon que de passer une nuit avec la poupée d'Annabelle. Ah bah ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que bon. je pense que la poupée d'Annabelle, tu sais, qui te regarde dans un coin un peu sur une étagère, je pense que j'arriverais pas à dormir dans la même chambre, tu vois. C'est ça, ça serait un peu compliqué. Bon, dis-moi, alors là, ça y est, on est sur un autre sujet. Alors, la semaine dernière, tu me disais, on va prendre de l'altitude. Alors, bon, je crois avoir saisi. Exactement. On va aller sur les mystères du mont Everest. Exactement. Non, pas du tout. On va aller parler d'OVNI. Alors, je t'avoue que moi, quand on parle d'OVNI, je sais pas pour toi, mais j'ai tout de suite une barrière psychologique qui me dit non, mais c'est pas possible. Genre, c'est pas. Enfin, tu vois, j'y crois pas vraiment. Je sais pas, toi, t'en penses quoi? Si je te dis aujourd'hui, on parle d'OVNI, c'est quoi ta position sur les OVNI? Alors, moi, j'aurais plus tendance à croire aux ovnis, en tout cas, peut-être pas aux ovnis en tant que tels, mais à croire aux extraterrestres, en tout cas une vie. Ouais, une vie ailleurs. Ailleurs que sur la Terre, ça j'y crois. Ouais. Après, honnêtement, sur les ovnis, je suis un peu de ton avis de penser qu'on les a un peu mis à toutes les sauces, les ovnis. Alors, ouais, exactement. Il y a eu des modes de fou. Ouais. Et je suis d'accord, moi je crois beaucoup plus qu'il peut y avoir une autre vie ailleurs que sur Terre, plutôt que de me dire ah ouais, il y a une vie ailleurs sur Terre. Et en plus, en fait, ils viennent toutes les 3 semaines prendre quelqu'un, faire des essais sur lui, puis le ramener sur Terre, et puis ça j'y crois beaucoup moins. Par contre, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter une série de vidéos, et parce que en gros, pourquoi je veux parler de ces cas-là? En fait, parce que la source, elle est ultra officielle, c'est le Pentagone. Ah oui. Donc c'est officiellement le Pentagone. Donc voilà, c'est pas un gars qui a filmé une vidéo ultra tremblante dans son jardin, où tu vois pas grand-chose, et puis en fait, si t'imagines vraiment, tu peux te dire que c'est peut-être un ovni. La source, elle est méga bien documentée. Il y a 3 vidéos. Et donc on va vous envoyer les liens, tout ça, on va en parler un peu juste après, mais bon, bref, il y a 3 vidéos. Les témoins, ils sont dignes de confiance. C'est des pilotes de l'US Navy, donc c'est quand même des gars ultra entraînés, ultra carrés, ils savent ce qu'ils font, ils ont des protocoles, enfin tu sais, genre, c'est pas l'alcoolique notoire du village, pareil, qui dit ah, hier soir j'ai vu un truc passer derrière chez moi, et c'est quand même des pilotes de l'US Navy qui pilotent des avions à plusieurs millions de dollars. Donc autant dire qu'ils sont très entraînés et ils savent exactement ce qu'ils font. Ce qui est aussi intéressant, c'est que les observations qu'on voit en vidéo, elles correspondent aussi à des observations techniques sur des radars et des choses comme ça, on va en parler. Et aussi parce qu'il y a pas mal de théories qui circulent, du coup c'est intéressant d'en parler. Mais moi, c'est un des cas. Il y en a pas beaucoup. Franchement, honnêtement, il n'y en a pas beaucoup des cas où je me dis tu sais, souvent ça peut très vite être débunké, comme on dit. Si, il y a Roswell. Roswell, t'y crois? J'y crois absolument pas. C'est terrible, hein, mais... Après, qui y croit? J'adore regarder des documentaires, lire là-dessus et tout, mais au fond de moi, mon moi intérieur me dit, franchement, c'est pas possible. Enfin, tu sais, genre, les preuves sont pas là. Alors après, dites-nous en commentaire, hein, peut-être que je me trompe beaucoup et essayez de me convaincre, mais honnêtement, je suis ultra circonspect sur tout ça. Par contre, ces vidéos-là que je vais vous présenter, elles sont intéressantes. Alors déjà, c'est la première fois qu'on va essayer dans le podcast de synchroniser des vidéos où je vais vous parler de ce qui se passe avec le podcast. Donc c'est ça, je vais vous envoyer 3 liens
à aller voir, donc soit avant, soit pendant, soit les deux, pendant que vous écoutez. Mais c'est peut-être bien de les regarder un peu avant, et puis de les regarder pendant. Et puis on vous dira quand est-ce qu'on démarre la vidéo. Chaque vidéo a un nom, et chaque vidéo a une séquence. Donc il faut regarder la première d'abord, la deuxième ensuite, et puis la troisième. En fait, en gros, je vais donner le contexte. En 2019, on a le Pentagone qui déclassifie 3 vidéos prises par l'US Navy, et ils disent clairement, en gros, on ne sait pas ce que c'est. Les vidéos qui déclassifient, elles ont le nom de Gimbal, FLIR One et Go Fast. Et en gros, elles sont à prendre dans l'ordre. La première qu'il faut lire, la numéro 1, c'est la FLIR One. C'est une vidéo qui a été prise en 2004. La deuxième à lire, c'est la Gimbal. Et la troisième à lire, c'est la Go Fast. Donc les 2 dernières, elles ont été prises en 2015. Donc c'est des vidéos, une de 2004, deux de 2015, qui ont été prises. Vous allez voir, c'est quand même assez flou. On voit un écran noir, enfin c'est noir et blanc. Il y a plein d'informations sur l'écran. En fait, c'est parce que ça a été pris à bord de F-18 Super Hornet, donc des chasseurs de la Navy américaine. Ça a été pris avec les outils de ciblage en fait de ces avions-là. Ok ? Donc c'est ça. Et sources que j'ai, pas mal de sites internet. Il y a aussi le Joe Rogan podcast, qui est, je pense, le podcast numéro 1 au monde, le plus écouté au monde. Et ce mec, Joe Rogan, a fait venir un des pilotes qui a filmé cette vidéo. L'interview dure 2 heures. C'est super long. Par contre, c'est super intéressant. Donc j'ai écouté l'interview du pilote et compagnie, c'était super intéressant, et puis d'autres vidéos que j'ai pu trouver pour essayer de recouper des informations, et aussi pour avoir des informations un peu plus techniques, parce que c'est intéressant aussi de voir pourquoi ces vidéos elles sont intéressantes, parce que quand on regarde les vidéos, en fait on voit pas grand chose, elles sont quand même intéressantes, mais on voit pas grand chose, c'est surtout l'interprétation de la vidéo par des professionnels qui est super intéressante, tu vois. Enfin, en gros, tu vois pas un ovni méga long et lancé, machin, se balader dans un jardin en train de courir après quelqu'un, là, c'est pas du tout ça. Tu vois, enfin bref, on va regarder la vidéo. Puis eux ils savent interpréter ce qu'ils voient régulièrement dans le ciel, et ça ils l'ont jamais vu en fait. Exactement, c'est leur métier d'interpréter ça. Tu sais, il y a des radaristes, il y a des gars, tu sais, c'est des pilotes et compagnie, c'est leur métier comme tu dis. Ils savent exactement comment interpréter. Et là, les 3 fois, c'est genre, franchement, on n'a aucune idée. C'est vraiment très suspect et compagnie. Donc ce que je te propose, numéro 1, on va aller lire la vidéo numéro 1 qui s'appelle FLIR One. La vidéo numéro 1 qui s'appelle FLIR One, donc on postera le lien vers YouTube sur le podcast. Donc cette vidéo, à la limite on tapera dans les mains peut-être pour essayer de synchroniser la vidéo avec quand on parle, tu sais, je taperai dans les mains quand moi je la lance, tu vois, comme ça on pourra la lire en même temps, et puis j'essaierai de décrire un peu ce qu'on voit. Mais c'est des vidéos très courtes, hein. C'est 1 minute à 30 secondes chaque vidéo, donc tu sais, c'est pas voilà, mais en gros ce qu'on va voir, le contexte, c'est une vidéo qui a été prise le 14 novembre 2004. Alors déjà, pourquoi filmer ce jour-là ? Moi, c'est une des premières questions que je me pose, tu vois. C'est souvent, tu vois des vidéos d'OVNI où tu dis, mais pourquoi le gars il est en train de filmer une montagne où il se passe rien, tu vois, ou pourquoi le gars il est en train de filmer dans le noir. Là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont filmé parce que ça faisait plusieurs jours qu'ils voyaient des choses étranges. Donc, le contexte de cette vidéo, c'est que ce groupe de la Navy américaine, donc c'est en gros plusieurs bateaux, plusieurs avions de chasse et compagnie, étaient en exercice au large du Mexique. D'accord. Donc ça faisait plusieurs jours qu'ils voyaient plusieurs éco-radars la veille encore, et il y a même un appareil qui avait tenté d'intercepter déjà. Mais les altitudes et les changements d'altitude étaient ultra impressionnants. Genre, c'est impossible à réaliser aujourd'hui, enfin avec notre matériel, et même humainement, on va y revenir après, ça serait pas possible. En gros, notre corps ne supporterait pas. Donc les altitudes, quand je parle des altitudes qui sont impressionnantes, c'est des altitudes entre 20 000 à 80 000 pieds. Donc en fait, pour donner une échelle d'idée un peu, un avion classique, par exemple toi quand tu viens me voir à Montréal, l'avion il vole entre 20 000, ça serait très bas, et 40 000 pieds.
Donc en gros, D'accord. un Boeing 777, là, il va voler à entre 30 000 et 40 000 pieds, c'est son altitude de croisière, voilà. 20 000 pieds, c'est vraiment plutôt bas, mais bon, c'est possible. Un avion de chasse, c'est à peu près 50 000 pieds, l'altitude. 80 000 pieds, c'est très très haut. Il y a très peu c'est possible. C'est quoi, Concorde, non? Concorde, je sais pas. Le MiG-31 dans les années 70, il volait à 65 000 pieds, donc très proche de 80 000. Si on ajoute une petite marge d'erreur sur le fait que c'est peut-être pas 80 000, mais que c'est 10% de moins, ça pourrait être à peu près 70 000 et compagnie. Tu sais, ça pourrait coller avec des avions qui sont ultra performants. Le Concorde, tu mets une colle. Je regarde. Ouais, regarde le plafond du Concorde, mais voilà. Donc le Concorde, c'était 18 000 mètres. Ouais, d'altitude. Donc en pied, ça fait combien ça, 18 000? On va regarder ça. Je regarde, vas-y, je regarde. Ouais, ok. 18 000 mètres. Ça fait 60 000 pieds. Ouais. Donc en gros, un gros x3 au final. Ce qui est très bizarre, c'est les changements d'altitude qui font aucun sens au niveau de la physique. Et le truc qui, moi, me titille un peu, c'est que sur aucune des vidéos, on a par contre des preuves de changement d'altitude. Tu sais, on n'a pas de vidéo où on voit le truc qui monte et qui descend, ou tu sais... Là, on se base que sur les pilotes, sur les radaristes et compagnie, mais encore une fois, c'est quand même pas des gars qui vont venir inventer 50 choses pour se faire mousser. Hein. En gros, ils ont rien à gagner, en fait, à parler de ça. Donc voilà, la première vidéo, 14 novembre 2004, c'est connu sous le nom du Nimitz Incident. Nimitz parce qu'en gros, les avions étaient autour ou faisaient partie de la flotte du USS Nimitz, du bateau USS Nimitz. C'est filmé par un chasseur F-18 Super Hornet. En 2004, un chasseur Super Hornet, c'est un avion super performant. C'est un avion qui vaut 85 millions de dollars canadiens. Donc en gros, c'est le top du top en 2004. Aujourd'hui, il y a les F-35 américains qui sont encore meilleurs, mais à l'époque, en gros, les pilotes qui pilotent ça, c'est les meilleurs des meilleurs. Ça vient, les images, elles ont été captées d'un point de vue technique. Je trouve que c'est toujours intéressant de le savoir. En fait, en dessous de ces avions-là, ils ont ce qu'ils appellent des pods. En gros, c'est un appareil qui a la forme d'un gros suppositoire et qui filme en dessous de l'avion. Ça permet de filmer le sol, de l'air, quelque chose en l'air, de suivre une trajectoire, des points de chaleur, etc. pour pouvoir venir ensuite cibler avec un missile ou juste pour venir filmer puis bien verrouiller la cible. Ok, on va parler de verrouiller la cible au final. Donc tu sais, quand tu vois des films un peu avec des avions de chasse et tout, tu vois là un peu le tableau de bord avec un truc qui verrouille, bah, c'est exactement ça. Donc ce que je te propose, c'est que est-ce que tu es sur la vidéo là, tu l'as devant toi un peu la vidéo? Moi je suis ok là. Ok. Pour. Bah, ce qu'on peut se dire, dans 3 secondes, je vais taper dans la main et puis on appuie sur play, ok? Donc, donc 3, 2, 1, stop, on appuie sur play. Et donc voilà, il n'y a pas de son sur cette vidéo. Et en fait, tout ce qu'on voit, c'est en gros, on voit un petit point blanc qui est entre deux traits blancs. Et donc ça veut dire qu'il est verrouillé. Et donc là, en fait, on a un F-18 qui vient de verrouiller sa cible à l'infrarouge. Donc le blanc, c'est ce qui est chaud. Le noir, c'est ce qui est froid. Et en fait, on voit que des fois, il passe du noir au blanc et compagnie. Ça, c'est le pilote qui est en train d'essayer d'autres réglages pour voir s'il arrive à décerner quelque chose. D'accord. Donc, en fait, pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il voit aucun exhaust. Tu sais, en gros, il voit pas d'échappement de chaleur ni de quoi que ce soit. En gros, il est en train de verrouiller un truc qui vole assez vite, mais qui a pas de moyen de propulsion. Tu sais, si tu verrouilles une cible avec un avion, par exemple, bah, en fait, tu vas voir les réacteurs. Tu vas voir la poussée, tu sais, derrière. Un truc chaud qui devient froid, un peu... Et là, il n'y en a pas. Ensuite, tout ce qu'on sait, c'est que le F-18, il a ça en face de lui, un peu pile en face de lui. Il est plutôt lent, 250 nœuds. Donc 250 nœuds, c'est la vitesse d'un avion classique, on va dire. C'est pas du tout un avion de chasse, donc là la vidéo elle est terminée. C'est pas un avion de chasse. Là on voit que ça part quand même à un moment donné. Là. À un moment ça part à la gauche, ouais on va y aller. Je vais t'en parler. Mais la vitesse, 250 nœuds, c'est la vitesse qu'un avion de ligne classique doit garder en dessous de 10 000 pieds pour pas aller trop vite. Bon, tu vois,
c'est à une vitesse qu'un avion de ligne peut gérer. Et l'avion de ligne, il va même aller plus loin, plus vite quand il va monter en palier. Le pilote et le navigateur sont tous deux muets. Il verrouille une cible et en gros ils changent des réglages pour mieux voir le zoom, le chaud, le froid. On voit qu'ils bricolent un peu avec leurs appareils. Donc c'est ça. Je vais au niveau de l'analyse de cette vidéo. C'est ça qui est intéressant, c'est l'analyse. En fait, outre la qualité de l'image qui est bof, ce qu'on se rend compte, c'est que le suivi il est quand même facile. Encore une fois, ça va pas très vite. Il n'y a pas d'exhaust. Bien que l'opérateur réussit à verrouiller l'objet, le radar de l'avion n'y arrive pas. Ça, c'est sur un épisode YouTube qui est fait par un pilote de chasse. En gros, il voit à travers l'analyse technique des données qui sont sur la vidéo. En gros, il remarque que l'opérateur réussit à verrouiller, mais pas le radar de l'avion. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écho radar. Et d'après le témoin, la fuite à gauche est super rapide. En gros, là sur la vidéo, on dirait que ça va pas très vite, peut-être avec les distances et compagnie. Par contre, 1, c'est rapide, et 2, il n'y a pas d'exhaust encore une fois. Tu sais, il n'y a pas de... En gros, on voit pas un gros truc qui se met à brûler pour le faire déplacer vers la gauche. Parce qu'en fait, c'est de la physique. Enfin, tu sais, si on veut avancer, aller à droite, à gauche et compagnie, il faut qu'on ait une poussée quelque part. Bien et sûr, du coup, ça devrait être vu. Voilà. Donc, la vidéo... Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas méga excitant, on voit pas un truc de ouf et compagnie. Par contre, on voit des choses qui sont pas possibles. C'est un avion qui est pas, enfin en tout cas c'est un objet qui est pas identifié. Ça ressemble à un tic tac. Ils appellent ça le tic tac incident aussi. Et ça a été exactement la même chose la veille. Maintenant, ce qui est super intéressant, c'est l'interview dont je te parlais à propos du youtubeur John Rogan. En fait, il a eu le commandant de l'unité de combat David Fravor, c'était le pilote qui faisait partie de l'interception. En fait. Il faisait partie de cette interception-là. Il va expliquer en 2019 au Joe Rogan Podcast son expérience. Et là, je vous résume en 2 minutes 2 heures d'interview. Mais les 2 heures d'interview, elles valent le coup, c'est super intéressant. Donc en gros, j'ai mis des bullet points, je vais vous les lire comme ça. En gros, ça aurait fait à peu près 12 jours que des échos radars auraient été détectés et qui tentaient déjà des interceptions. Donc ça fait déjà 12 jours, t'imagines, ils sont en exercice. Ça fait 12 jours que ça arrive. Le USS Princeton et Nimitz, en fait, en gros, ils ont des échos radars sur leur bateau. Mais comme ils sont chez eux, en gros, ce que le pilote dit, en fait, comme ils sont chez eux, au début, ils disent rien et les pilotes savent pas, ils sont juste en exercice. Donc... parce qu'en fait ils sont au large du Mexique, ils sont juste à côté des États-Unis, il n'y a pas de raison de craindre pour la sécurité de quoi que ce soit. Du coup les bateaux captent les échos radars, ils se disent oh tiens c'est bizarre et tout, ils disent rien au début. Par contre après, ce qu'ils vont capter va leur faire un peu changer d'avis dans les jours qui suivent parce que les manœuvres qui détectent entre 20 000 et 80 000 pieds sont vraiment folles. Tu sais, ça fait 20 000, 80 000, 20 000, c'est ça change beaucoup trop, beaucoup trop fort. Beaucoup, ouais. C'est ça, c'est pas possible. Donc là, ils disent tiens, il y a quelque chose. En plein exercice, ils vont interrompre l'exercice. En gros, le pilote, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ils étaient en plein exercice normal, donc c'est tranquille un peu. Enfin, très sérieux, mais tranquille. Et en plein exercice, ils reçoivent un ordre, en gros, qui leur demande combien de carburant ils ont, combien ils peuvent tenir et compagnie. Donc ils répondent et compagnie, ils disent ok allez voir à tel endroit avec votre wing comme ils appellent ça et allez voir ce qui se passe parce qu'on a des échos radars qui sont bizarres. Et là l'exercice prend fin, il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux qui se met en route parce que en gros il faut vraiment aller voir ce qui se passe. Donc c'est parti, ils y vont. Au bout de quelques minutes, arrivés sur place, ils voient ce qu'ils appellent le white tic tac, donc le tic tac blanc, juste au-dessus du niveau de la mer, dans une direction nord-sud. Donc du nord vers le sud. Il bouge de façon erratique. En gros, ce qu'il dit le pilote, c'est que ça va en avant, en arrière, à droite, à gauche un peu. Tu sais, c'est pas comme un avion, tu sais, qui va tout droit ou qui fait des virages assez larges ou même assez serrés pour un chasseur. C'est vraiment un peu erratique. La taille qu'il estime depuis son avion, mais là encore, il dit que c'est très difficile d'estimer, c'est que c'est à 40 pieds de long à peu près. Donc 40 pieds, ça va faire 12-15 mètres de long à peu près. Il pense à un hélicoptère. Par contre, il n'y a pas de rotor, il voit rien, donc c'est pas un hélicoptère. Donc en fait, ce qu'il décide de faire avec ses coéquipiers, c'est de l'entourer. C'est de l'entourer et de voir un peu comment cet appareil va évoluer un peu, tu vois. Qu'est-ce qui se passe. Donc jusque-là,
rien de bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est pas non plus complètement fou, quoi. Ils tournent en rond tour. Et là, le chef décide de se séparer et de plonger pour voir. Donc en fait, ils sont tous au-dessus. Et là, le chef dit aux autres, bah, vous restez là. Et lui, il plonge pour aller se rapprocher et voir exactement ce que c'est. Il se retrouve devant un moment. Et là, le tic-tac, comme il appelle ça, je trouve ça drôle, se met à changer de direction vraiment brusquement. En gros, il allait tout droit, il se met à changer de direction vraiment brusquement. À 2000 pieds au-dessus, le pilote décide de changer de direction pour aller vers l'objet non identifié, pour voir jusqu'où est-ce qu'il peut se rapprocher en fait. Et à ce moment, l'objet pointe son nez vers lui, il accélère et en moins d'1 seconde, il est parti. Le pilote en revient pas. En gros, il y a moins d'1 seconde, il était face à un objet non identifié. Et 1 seconde après, l'objet il a vu l'accélération, mais tellement vite qu'en gros, il est parti. Donc ultra, un peu fébrile, choqué là. Tout le monde l'a vu. Hein. En gros, il n'y a pas que lui, il y a aussi tous ses coéquipiers autour qui voyaient la scène depuis le dessus. Ils sont ultra chamboulés. Donc là, il décide de rentrer. Il vérifie, il revérifie, puis il se dit bah il n'y a rien, il rentre. Ils en parlent au Air Traffic Controller, donc le contrôleur aérien. Et là, le Air Traffic Controller leur dit en anglais, et les gars, vous n'allez pas le croire, mais en fait, ce truc, il vient de réapparaître exactement où il était avant. C'est quand même dingue, quoi. Ah oui, effectivement, c'est incroyable. Eux, ça leur a... la mobilité de ce truc, quoi. Exactement. Eux, ça leur a pris vraiment du temps. Ils ont cramé du fuel, du kérosène et tout pour revenir. Et en fait, le temps de revenir et compagnie, en 1 seconde, bam, ça réapparaît sur le radar. Donc eux, pas le temps d'y retourner. Ils se repréparent et compagnie. Je pense qu'ils vont refaire une sortie dans la soirée. Ils le voient plus. Ils en parlent le soir à d'autres, au mess un peu, tu sais, où ils parlent de ce qui s'est passé dans la journée. Et en fait, il y a un gars, le commandant de l'unité, là, David Fravor, il dit il y a toujours un gars un peu comme ça. C'est le gars, il dit ouais, moi je vais le trouver et compagnie. Demain on est en exercice, on est reparti et compagnie. Ça pourrait faire l'objet d'un film, quoi. Carrément, c'est incroyable. Demain, moi les gars, je vais le trouver. C'est incroyable. Et du coup, c'est un peu le Tom Cruise de Top Gun, quoi. C'est un peu ça. C'est exactement ça. Mais tu sais, t'imagines un peu le soir, ils sont en train de manger, ils se racontent leur histoire, machin. Et puis tu sais, il y en a un qui est méga motivé, qui dit franchement demain on y va et puis on le retrouve et compagnie. Et puis il va y arriver. Et c'est la vidéo FLIR 1 qu'on vient de regarder. Ça c'était pour la petite histoire. Donc cette vidéo FLIR 1. C'est ce qui se passe au final le lendemain de la première interception par David Fravor. Et en gros, David Fravor, lui, il va pas pouvoir filmer. Par contre, c'est le pilote à qui il en a parlé et qui était un peu chaud là, qui dit moi mec, demain je te le retrouve et je te le filme. En gros, qui va le trouver. En conclusion de ça, David Fravor, ce qu'il va dire, c'est alors attends, je te le traduis. C'est des accélérations de cette magnitude viendraient complètement de bousiller ton corps. T'aurais des os qui seraient cassés, t'aurais des organes qui bougeraient, ça t'ouvrirait tes vaisseaux sanguins, et en fait tu serais mort parce que ton corps serait tellement écrasé par la force G qu'ils ont pu constater que tu pourrais même pas le supporter. C'est même pas que tu le supporterais, t'aurais des os de pété et puis tu sais qu'il faudrait que tu passes 6 mois à l'hôpital peut-être. C'est juste qu'en fait non, ça serait mort instantané. Enfin, ça va beaucoup trop vite, c'est pas possible. Physiquement, c'est impossible. Et ça, ce que j'ai quand même trouvé méga intéressant, c'est que c'est quand même un commandant d'une unité aérienne de la Navy qui dit ça. Encore une fois, c'est pas un pilote lambda. C'est quand même assez impressionnant d'avoir ce genre de gars qui a des vidéos, qui les analyse et qui parle de tout ça. Donc ça, c'est la première de 2004. Maintenant, on peut passer à la deuxième. La deuxième, c'est la vidéo Gimbal. Donc deuxième vidéo sur 3. Et donc celle-là, encore une fois, donc celle-là, il y a un peu de son. Donc le son va très fort, je pense, sur les vidéos, donc je te conseille de pas trop la mettre trop forte. Mais en gros, c'est encore un F-18 Super Hornet. Ça se passe en 2015. Par contre, cette fois-ci, son système infrarouge, c'est un système modernisé. Tu vas voir que la vidéo, elle est un peu plus nette. En gros, le tracking est beaucoup plus performant. C'est le meilleur sur le marché actuellement. Les avions appartiennent au USS Roosevelt
Et en gros, tu vas entendre le pilote et le navigateur qui filment et qui essaient de comprendre ce qu'ils voient. C'est ça aussi qui est assez intéressant dans celle-là, c'est qu'on a aussi le retour, tu sais, radio, du pilote et de son navigateur qui est assis derrière lui dans l'avion. Et en gros, ils essaient de traquer ce qu'ils viennent de voir et ils essaient de comprendre ce qu'ils voient. Donc là, déjà, c'est un premier indice. Je veux dire, ces mecs, ils sont quand même ultra entraînés. C'est genre des avions, ils savent ce que c'est. Des missiles qui doivent traquer aussi, ils savent ce que c'est. Des drones, à mon avis, ils savent aussi ce que c'est. Enfin, tu sais, donc c'est ça. Ils sont méga pros, tu vas voir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont vu exactement ça aussi sur les radars. Donc c'est ça. Donc à 3, est-ce que tu as la vidéo, toi? C'est bon? C'est bon pour moi. Et bah c'est parti. Écoute, à 3, je tape dans les mains et puis on la lance. Donc 1, 2, 3, c'est parti. Donc tu vois, on voit quelque chose qui bouge pas du tout, qui viennent d'accrocher. En fait, on voit qu'ils sont en train de tourner en fait autour de l'OVNI. Ok? Ah ouais, d'accord, ok. En gros, si tu veux, l'OVNI ne bouge absolument pas. C'est fou, c'est statique. Hein. On voit. C'est méga statique. Tu vois les nuages en dessous. En fait, ouais. En gros, il est au-dessus des nuages. Tu vois les nuages en dessous. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les chasseurs, ils l'ont accroché. Et là, comme le truc bouge pas, ils se sont mis dans une manœuvre d'encerclement et de tourner autour. Ok ? Donc c'est pour ça que tu as l'impression que les nuages bougent, mais pas l'objet. Parce qu'en fait, l'objet bouge pas du tout. Et c'est les chasseurs qui tournent autour. Donc en fait, je te fais une petite transcription de ce qui se dit dans la vidéo. Il y en a un qui dit, désolé pour les gros mots, mais il dit ouais, c'est un putain de drone, mon gars. L'autre, en gros, il lui répond il y a toute une flotte de ces drones, regarde sur l'ASA. Donc l'ASA, c'est le radar. L'autre, il dit oh mon dieu. L'autre, il dit ils vont contre le vent. Le vent est à 120 nœuds vers l'ouest. Donc 120 nœuds, c'est 220 km/h. Donc ça, on va y revenir juste après. Ensuite, le pilote dit check ça, mec. L'autre il dit c'est pas, et puis là on n'arrive pas à comprendre ce qu'il dit. C'est pas non. Le pilote répond non, c'est pas blablabla. On sait pas de quoi il parle. Là le gars derrière dit non, s'il y a un, et puis là le truc il se met à pivoter. Je sais pas si t'as vu, mais vers la fin de la vidéo, l'objet il pivote sur lui-même. Et là le pilote il se met à hurler regarde-moi ça tourne sur lui-même. Voilà, ça c'est la fin de la transcription, la vidéo s'arrête là. Donc effectivement, ce qui est ultra intéressant dans cette vidéo, je sais pas ce que t'en penses, c'est d'avoir les voix. On sent qu'ils Et puis c'est beaucoup plus net que la première. La première, on sent que c'est plus ancien de toute façon. Ouais, exactement. Mais là, on voit que on reconnaît en fait. On reconnaît un environnement. Tu reconnais, c'est ça. Tu vois les nuages, c'est net comme tu dis. En fait. On voit l'OVNI au centre, on voit les nuages en dessous, et l'OVNI, il y a une genre d'aura autour. Il n'y a pas d'exhaust, tu sais, comme on en parlait, là, il n'y a pas de... Encore une fois, il n'y a pas d'exhaust, mais il y a une genre d'aura autour. Les pilotes tournent autour de ce qu'on peut appeler l'OVNI, l'objet volant non identifié. L'avion, il est à 25 000 pieds, et il est pas rapide, encore une fois, il est à 240 nœuds. Donc c'est pas très rapide. Ce qui est ultra intéressant, en fait, c'est le fait que le vent soit à 120 nœuds. Est-ce que tu sais pourquoi c'est super intéressant? J'imagine, parce que 220 ou 240 km/h, quand tu vois quelque chose rester statique face à cette force... C'est qu'il est en train de voler lui-même à 200 et quelques km/h. C'est ça, c'est qu'il est aussi rapide. Exactement, et c'est ça qui est incroyable, c'est qu'en fait, sans aucun exhaust, sans rien, donc en gros sans mode de propulsion apparent en tout cas, en fait, il arrive à voler face au vent à la même vitesse que le vent et donc à rester immobile. Ça, c'est ça. Ça, c'est fou. Et après, limite, le truc qui paraît anecdotique, mais qui en fait est aussi méga intéressant, c'est qu'il arrive même à pivoter sur lui-même vers la fin. Là où les pilotes commencent à halluciner en disant « Regarde-moi ça, se tourne sur lui-même et compagnie ». Ça, c'est le côté qui paraît anecdotique vers la fin, quand tu vois le truc qui vole à 220 km/h sans aucune propulsion, mais ça tourne sur lui-même à la fin. Donc, c'est ça. L'autre chose intéressante, c'est que là, pour la première fois, il y a une corrélation entre le sensor, donc le pod qui est sous l'avion, et ce qu'ils ont sur le radar, parce qu'ils le disent eux-mêmes, qu'ils le voient sur check ça sur l'ASA, sur le radar, le radar le capte cette fois-ci. Donc,
Ça peut pas être juste, je sais pas, une poussière dans la caméra, tu sais, une poussière dans le pod et compagnie. C'est aussi corrélé sur le radar et sur les radars des bateaux. On a 2 témoins encore une fois, et même plus après sur ceux qui sont tout autour. On a 2 témoins directs dont on a les voix. Et un truc qui est incroyable, c'est que ça a été publié sur NOTAM. Tellement ils en voyaient, ça a été publié sur les NOTAM. Donc en fait, les NOTAM, c'est dans l'aérien, c'est je crois que ça s'appelle Notice to Airmen. En gros, c'est quand t'es pilote, tu lis les NOTAM pour savoir les choses sur lesquelles il faut faire attention quand tu vas à tel et tel endroit. Okay, par exemple, piste Roissy-Charles de Gaulle, ah bah tiens, la piste 22 droite, elle est fermée. Du coup, essaie pas de... en gros, quand tu vas préparer ton vol, il faut que tu le saches parce que tu sais que tu vas de toute façon pas atterrir sur cette piste-là, elle est fermée, ou alors attention, il y a, je sais pas, tel appareil et telle radio qui est en panne, du coup il faut que tu bascules sur telle fréquence et compagnie. C'est ça, c'est des notices to airmen. Et en gros, cet incident-là, ces visions-là, en gros ces appareils-là qui sont apparus, ils ont été publiés sur le NOTAM en disant attention, à cet endroit-là, on voit des appareils non identifiés qui font des trucs incroyables. Donc faites gaffe. Donc c'est quand même ultra officiel en plus. Enfin, donc il y a toujours de la vigilance à ce niveau-là. Exactement. Il y a toujours une vigilance et puis ça devient méga officiel. C'est pas on a 2 pilotes qui nous ont raconté avoir vu quelque chose. Non, c'est qu'ils sont vraiment certains. Ils ont des preuves pour pouvoir le publier sur NOTAM. Parce que c'est pas le genre de truc que tu publies vite fait comme ça, quoi. C'est très officiel et tout le monde peut le voir. Donc ça c'est la vidéo numéro 2. Pour moi, elle est super intéressante celle-là. Enfin, comparée à la première, rien à voir. Ensuite, on peut basculer à la numéro 3. Donc la numéro 3, c'est toujours en infrarouge, toujours un F-18 Super Hornet, à la même période. C'est la vidéo qui s'appelle Go Fast. Et donc là, pareil, baisse le son parce que le son va assez fort, mais je te propose à 3 de la mettre en route. Ouais. Donc okay. 1, 2, 3, top, on la met en route. Donc elle va vite aussi, c'est 30 secondes et quelques. Et donc là, on voit comme un genre de missile. Tu sais, on voit que l'avion essaie de le traquer, mais en fait, il n'y arrive pas vraiment. Tu vois. Et puis là, bam, il a réussi à le choper. Et là, on voit tout le monde qui est ultra excité de l'avoir accroché. Tu sais, ça s'entend dans le son, dans les voix et compagnie. On voit que c'est au-dessus de l'eau, hein. On voit l'eau, c'est pas des nuages qu'on voit, là c'est l'eau. Et encore une fois, l'avion il est à 25 000 pieds, il vole pas très vite, il est à 260 nœuds, donc encore une fois, hein, c'est toujours un peu le même genre d'observation. Là la vidéo elle est terminée, mais en gros il vole pas méga vite, il est à 25 000 pieds, par contre il voit un truc, il essaie de l'accrocher. Donc la transcription elle est un peu dure, hein, parce que c'est que des exclamations, mais en tout cas, la première partie de la vidéo, tu vois qu'ils essaient d'accrocher un truc. Une fois qu'il accroche, on voit que tout le monde est ultra content. Ouais. Il y en a un qui dit quand même, c'est quoi ce putain de truc? Est-ce que t'as réussi à accrocher la cible en mouvement? Non, c'est en automatique. Ah ok, bon ça c'est en gros, je pense que c'est techniquement comment ils ont réussi à accrocher le truc. Et puis à la fin, c'est mon dieu mec, waouh, c'est quoi ce truc? Regarde comment ça vole. Voilà. Donc encore une fois, c'est des pilotes de F-18, ils savent ce que c'est d'accrocher un avion, un missile, quelque chose. Là pour eux, c'est pas du tout ça. Enfin, c'est quelque chose de complètement différent, ils savent pas ce que c'est. Donc l'objet, juste sur la vidéo, au final, la façon dont c'est filmé, l'objet il est à gauche de l'avion et le pod en dessous essaie d'accrocher l'objet. Il va avoir du mal au début, à la fin il va y arriver. Ça veut quand même dire que l'objet vole pas non plus méga vite. En gros, en tout cas, il vole pas à une vitesse telle que c'est impossible, comme dans la première vidéo, enfin comme dans la première, dans le premier témoignage de David. C'est pas, en gros, c'est accrochable par quelque chose qu'on a. Par contre, ça va quand même assez vite. Ils ont dû passer du temps à l'accrocher, parce qu'en fait, en gros, pourquoi la vidéo elle est intéressante, c'est un peu l'excitation des pilotes qui est intéressante. T'sais, ils sont surexcités d'avoir accroché un truc. Je veux dire, je pense que dans leur training, dans leur vie de tous les jours, en gros, ils sont ultra rodés à accrocher ce genre de truc. Du coup, c'est un peu un truc normal. Là, on sent qu'ils sont méga excités. Et ça doit faire pas mal de temps qu'ils essaient d'accrocher ce genre de truc. Et là, ils y sont arrivés. Ils sont tous ultra. Là, on est sur 2 2015, hein, c'est ça? Ouais, exactement.
Et ils ont les deux témoignages sont corrélés ou pas du tout? C'est au même moment. Je sais pas si c'est les mêmes personnes qui ont filmé ou si c'est le même jour, mais c'est à peu près la même période. Et effectivement, ce qu'ils vont voir, c'est la même chose que dans l'autre vidéo d'avant. D'accord. Ok, ouais. Donc, ouais, parce que là, alors pour les auditeurs, en fait, c'est vrai que entre la vidéo 2 et la vidéo 3, sur la 2, on voit vraiment que c'est quelque chose de statique. Oui. En tout cas, qui bouge pas sur la vidéo. C'est pour ça qu'il y en a un qui dit à un moment c'est un drone. 3... Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce qu'effectivement, ça pourrait faire l'effet d'un drone. Exactement. De quelque chose qui est en statique. Pas d'exhaust, bref. c'est statique. Voilà. C'est ça. Et par contre, la 3, on voit vraiment quelque chose aller à une vitesse ça va quand même incroyable. Vite. Ça va quand même vite. Ça va vite. Ça a l'air d'aller vite. Le pilote qui est interrogé, en gros, il dit c'est pas une vitesse qu'on aurait du mal à gérer. Enfin, en gros, c'est une vitesse. C'est pas une vitesse qu'on a du mal à imaginer, en gros. Mais ça va quand même vite parce qu'en fait, on l'accroche pas facilement. Ouais, c'est ça. On voit qu'il y a du mal à capter le signal. C'est ça, exactement. Ce qui est intéressant aussi de se dire, c'est qu'en fait, les pilotes, ils sont méga détentes. Ça veut dire quand même qu'au fond, ils sont pas anxieux. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de menace. Tu sais, en gros, ils se sentent pas menacés. Ça doit faire plusieurs jours qu'ils essaient d'accrocher ces trucs un peu bizarres. Ils ont jamais été un peu menacés ni quoi que ce soit. Là, ils y sont arrivés, ils sont super contents. Ils se sont un peu habitués au truc, tu vois. Donc c'est ça. Et encore une fois, on voit aucune propulsion. Hein. C'est si tu reviens, là je te parle, je l'ai remis un peu en route. Tu vois, il n'y a pas de. Donc ça va vite. Hein. C'est de loin, ça va vite, mais on voit pas vraiment de propulsion encore une fois. Bon, voilà, c'est ça. Donc c'est ça les 3 vidéos que je voulais présenter aujourd'hui. Et puis maintenant, les théories. Alors, théorie. Il y en a pas mal. Alors théorie, vas-y, on t'écoute. Alors, vas-y, dis-moi, parce que là je suis un peu... En fait, moi j'ai une remarque... Ouais, qu'est-ce que t'en penses d'abord ? Ouais, vas-y, avant, qu'est-ce que t'en penses ? Alors, moi j'en pense que... Parce que là, tu nous montres du coup des choses qui ont été faites, qui ont été enregistrées par l'US Navy. Hein. Ouais. Ce qui est marrant, enfin, je sais pas si c'est marrant ou pas, mais ce qui est bizarre, c'est que, en fait, c'est toujours l'US Navy qui capte des trucs, et on a, en tout cas, pas à notre connaissance, parce que peut-être que ailleurs, comme tu l'as dit, c'est des sujets qui sont secrets d'État, hein, oui. Ce qui est possible. Mais en tout cas, on n'a pas de témoignage, en tout cas pas à notre connaissance, ni à la mienne, d'enregistrement dans d'autres pays. En tout cas, j'en ai pas écho, et j'ai du coup une théorie là-dessus aussi, c'est que on a quand même, les Américains sont globalement très focalisés sur ce sujet. Oui, on peut le dire. Oui. C'est vrai qu'en Amérique du Nord, au global, effectivement, je pense qu'aux États-Unis, il y a quand même une grosse fascination pour ça, mais quand même, hein, en France, en Europe et partout dans le monde, il y a quand même aussi beaucoup de choses. Je vais te parler. Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que Jack Crean, c'est un aviateur français, par exemple, qui est un ancien pilote de chasse et compagnie, qui est ultra respecté dans le monde de l'aviation, de l'aéronautique, qui a jamais filmé quoi que ce soit de ce qu'il a vu, mais qui affirme, par contre, qu'il a déjà rencontré des choses dont il pourrait jamais vraiment expliquer ce que c'était, et pour lui, c'est potentiellement, c'est des ovnis, de toute façon, des objets volants non identifiés. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est des extraterrestres ? Est-ce que ça, c'est tout un autre débat. Mais pour lui, il a la preuve. Donc, il était ancien pilote à Air France aussi. Il a la preuve de l'existence des ovnis. Tu tapes Jack Crean, K-R-I-N-E, Jack comme en anglais, Jack Crean, et en gros, ce gars-là, qui est ultra respecté dans le milieu de l'aéronautique et qui est un peu un des premiers, je pense, français à vraiment sortir, parce que je pense qu'il y a ça doit être un peu dur, tu dois avoir la pression de tes pairs pour sortir ce genre de choses, genre je suis pilote, j'ai vu des ovnis, enfin on doit te prendre un peu pour un fou. En tout cas, lui, il affirme que si, dans sa carrière, il en a vu, qu'il en a la preuve, et qu'il en a même fait des rapports en fait à la tour de contrôle et à ses supérieurs à l'époque. Mais je suis d'accord avec toi, très souvent quand il y a des vidéos, des trucs comme ça, c'est beaucoup aux États-Unis. Ouais, c'est ça, c'est que en fait, alors sans préjuger du fait que ce soit vrai ou pas, parce que là, comme tu le dis, attention, on voit des choses,
il y a aucun problème. Mais parce que on se focalise beaucoup sur ce sujet-là, Ouais. en fait, finalement. Ouais. Si il y avait pas d'intérêt, on les aurait pas les vidéos. Oui, hein. oui. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que souvent, de toute façon, l'affaire Roswell, enfin tout ça, ça vient de là-bas. Oui. Hein. Moi, j'ai pas entendu de grosses affaires d'OVNI, en tout cas, par exemple en France. Je suis d'accord. J'en ai pas. Il y en a. Hein, Alors au mais Canada, de grosses affaires. Au Canada, on en a une grosse. On en a une grosse. Au Canada, il y en a une grosse. Ouais. Il y a l'OVNI de la station Bonaventure à Montréal, qui est incroyable. Il faudrait que je prépare un épisode là-dessus. Bon, tu nous en parleras du coup, mais ouais, comme tu dis, c'est plutôt un concept nord-américain. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Le fait de s'y intéresser. En France, on a le GEPAN. Mais tu connais le GEPAN? Non, et puis en France, on a aussi celle de l'affaire de Rennes-le-Château, la montagne, comment elle s'appelle? Je me rappelle plus le nom de la montagne. Je me souviens plus non plus. Mais tout au moins, il y a celle-là. Mais après, en fait, je dirais que c'est pas crédible. C'est ça qui est malheureux, c'est que en gros, je vais parler du GEPAN vite fait. Hein. Le GEPAN, c'est un groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. C'est un groupe d'études français qui est une division, qui était une division du Centre spatial de Toulouse. Donc c'est ultra carré. Donc en gros, c'est des enquêteurs qui enquêtent sur les ovnis. Hein, au final, clairement, c'est en une ligne, c'est ça. Donc ovni, encore une fois, ça veut pas dire extraterrestre. Hein. Ça veut dire, ok, j'ai vu ça, je sais pas ce que c'est, je l'envoie au GEPAN, et le GEPAN travaille là-dessus. Et en gros, si tu te documentes un petit peu, la grosse majorité des choses qu'ils reçoivent, ils arrivent à l'expliquer. Ils les classent, hein. Après c'est classé A, B, C, D, suivant les lettres. Il faudrait que je me penche dessus, mais en gros ça veut dire, on sait exactement ce que c'est un phénomène météorologique, ou alors c'est un phénomène, je sais pas, c'était un avion, voilà. Mais ils ont quand même une petite partie où effectivement c'est non identifié, c'est non explicable, mais c'est effectivement, c'est une toute petite partie, et deux, c'est moins monté en mayonnaise, on va dire, que ce qui peut se passer en Amérique du Nord et compagnie, où là souvent ça fait les gros titres et compagnie. Je suis d'accord avec toi. Ouais, après sur les vidéos, hein, puisqu'on en revient au sujet, les vidéos, ça reste quand même des témoignages qui sont étonnants, puisque on a comme tu l'as dit, des personnes qui ont un statut assez éminent. C'est ça quand même. Enfin, c'est des pilotes. C'est pour ça que je l'ai présenté. C'est des gradés. Ouais. Hein. Ouais. C'est des gradés, et donc eux, ils voient du coup ces phénomènes qui forcément, avec toute leur analyse qui est pointue, du coup, en tout cas plus que de la nôtre, peuvent avérer et peuvent certifier que ce sont des choses pas normales. Et donc ça, effectivement, ça apporte de l'eau au moulin que c'est assez mystérieux. Ouais, exactement. C'est ultra mystérieux, d'autant que t'as vraiment, pour le coup, beaucoup de témoins. T'as beaucoup de témoins dans la flotte, t'as beaucoup de témoins dans l'aéronaval, pour ces 3 vidéos-là. Ils décliquent tous sur la deuxième vidéo, Gimbal, celle où on voit le plus précisément. En fait, il y avait plusieurs éléments. Celui qui est filmé, c'en est un seul. Il y en avait plusieurs en formation en V. Ils en accrochent un seul. Et ils les ont vus voler pendant des heures. Ce qui est impossible à faire avec un avion de chasse. Un avion de chasse, ça va voler 30 minutes et ça va retourner à la base pour se reposer, pour refaire le plein d'essence et puis pour repartir. À moins qu'il y ait du ravitaillement en vol. Mais là, évidemment, ils n'ont pas vu un ravitailleur venir ravitailler les trucs en vol. Là, ils le voient pendant des jours et des heures, plusieurs jours, formation en V et compagnie. Ils publient même un notam. C'est quand même dingue. Enfin, c'est ça qui est super intéressant. Comme tu dis, les gaz. Alors, dégradés. C'est ça. Du coup, je rebondis sur un truc. Moi, ce qui me perturbe un peu, c'est le fait qu'il y ait une récurrence. Ouais. En fait, tu vois, je me dis, s'il y a un ovni, quel est l'intérêt que cet ovni, que cette chose soit là, présent plusieurs jours. En fait, ça étaye quand même
le fait que ce soit d'origine humaine. Tu vois ce que je veux dire? C'est que moi, s'il y a un ovni, enfin, j'ai l'impression, c'est mon sentiment. Si, bah, ils ont peut-être mieux à faire, mais c'est surtout que s'ils restent plusieurs heures ou plusieurs jours, à moins d'avoir une technologie qui est extrêmement avancée, mais ce qui est le cas visiblement, hein. Mais en fait, ils se font griller par tout le monde s'ils restent plusieurs jours c'est ça qui est assez étrange, effectivement. C'est quoi les motivations? C'est quoi c'est une affaire obscure. Je te le dis, David, c'est une affaire obscure. C'est tout à fait, c'est une affaire obscure. Non mais clairement, hein, ouais. moi je suis intrigué par ces événements-là, clairement. Mais ce qui me dérange toujours un peu, c'est le côté subjectif des choses, encore en l'espèce. Je me dis, bon, bah, effectivement, c'est des Américains. Ils aiment bien voir les ovnis. Ils sont, enfin, il y a rien, en fait, finalement, en dehors de ces images, mais qui sont des images d'experts. Ouais, c'est ça. Parce que c'est sûr que... C'est ça. Il n'y a rien qui est servi sur un plateau, là, dans ce qu'on nous montre. Exactement. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est que c'est pas trop... c'est pas trop surfait. Enfin, tu sais, je veux dire, c'est pas genre le gars qui filme... On sait pas pourquoi il filme son jardin la nuit, puis d'un coup, il voit une bête passer, vraiment bizarre, et puis, tu sais, je veux dire... Là, c'est sûr... Ouais. Je vais te parler des théories. Donc, aujourd'hui... Alors déjà, avant de parler des théories, le département de la défense américain les considère aujourd'hui toujours comme non identifiés. Ça, c'est quand même... Pourtant, je peux te dire qu'il y a une shit tonne d'experts qui sont allés... qui ont dû travailler là-dessus et compagnie, et en gros, c'est toujours non identifié officiellement auprès du département de la défense américain. C'est quand même intéressant. D'accord. Il y a plusieurs théories. Première, insecte. Bon, improbable. Il y en a au début, il y en a qui disent ouais, c'est un insecte, ou ça peut être aussi un insecte qui est coincé dans le pod, du coup, tu sais, ça fait un faux truc, et puis voilà. Non, parce que en fait, il y a des corrélations radar aussi, donc c'est pas possible. C'est genre, si t'as un insecte, t'imagines si on se mettait à capter tous les insectes sur les radars, on verrait plus grand chose. Oui, c'est pas un animal, c'est pas un insecte et compagnie. Défaillance technique sur les appareils. Alors celle-là, je l'aimais bien, mais c'est pareil, il y a des corrélations entre plusieurs appareils, il y a des corrélations radar sur les pods et compagnie, c'est comme pour les insectes. Si tu pourrais avoir effectivement une défaillance d'un appareil, et puis c'est en gros tu vois quelque chose qui n'en est pas, mais non, ça a été vu de visu par d'autres personnes qui sont quand même assez dignes de confiance. Et puis pareil, c'est sur d'autres radars qui n'ont rien à voir avec les radars qui sont installés sur les avions, donc c'est quand même assez étrange. Il y a la thèse du drone. Alors le drone, la rotation elle est un peu étrange pour un drone. Alors j'en ai jamais fait, j'ai jamais utilisé de drone de ma vie. Par contre, à ce que j'ai vu des drones, effectivement ça peut faire du vol stabilisé. Par contre, la rotation du drone dans la deuxième vidéo, dans la vidéo gimbal, je pense pas que ça soit possible qu'un drone fasse ça. En tout cas, avec autant de fluidité. Je pense qu'un drone peut se retourner, faire un 360 et compagnie. Ça, y a pas de problème. Par contre, on voit vraiment dans la vidéo gimbal qu'en fait, il le fait vraiment doucement, tranquille. Tu sais qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'effet sur le vent. Donc, c'est ça ressemble pas du tout à un drone. Et puis pareil, les altitudes sont quand même assez folles. Après, je sais que les drones, c'est pas aller ultra haut et compagnie, mais on va le stabiliser comme ça, sans aucune propulsion et compagnie. C'est pas vraiment possible. Les deux dernières que j'ai, la première, technologie militaire russe ou chinoise. Ah oui, c'est fort. C'est pas mal supporté comme théorie. Marco Rubio, un sénateur américain qui est chairman du Senate Intelligence Committee, et l'amiral Gary Roughead, qui est un ancien commandant des flottes du Pacifique et Atlantique, puis chef des opérations navales entre 2007 et 2011. Donc, bon, les deux, c'est pas des petits des rigolos quoi. En gros, ils pensent à cette théorie, mais en même temps, ils annoncent que ça colle. En gros, ce qu'ils disent, c'est que ça colle bien avec les orientations stratégiques des armées du moment. En gros, créer des engins méga performants, sans pilote, tu vois,
qui sont stealth, je sais plus comment on dit en français, mais qu'on peut pas détecter, indétectables et compagnie. Bon là le problème c'est qu'on les a détectés, mais passons. Mais en tout cas ça colle pas mal avec les orientations stratégiques. Par contre, ils estiment qu'aucun de ces pays ont cette possibilité actuellement. Que si même ils en avaient la possibilité, les États-Unis le sauraient. Bon alors là, c'est pas... Excusez-moi, j'aime beaucoup nos amis américains, mais des fois je pense qu'il faut redescendre un petit peu. Enfin, si, peut-être qu'ils le sauraient pas. Enfin, ils se la pèteraient pas. Je veux dire, non, mais de toute façon, même s'ils pouvaient, on le saurait. Bah non, peut-être pas. Enfin, je sais pas, mais on sait pas tout. Enfin, bref. Ouais, c'est ça. Par contre, un truc qu'ils disent et qui fait quand même du sens pour moi, c'est que s'ils en avaient la possibilité, qu'ils avaient des prototypes ou des trucs comme ça, bon là on se rappelle qu'il y en a quand même une dizaine qui sont vus, mais bref, s'ils en avaient la possibilité, ils s'amuseraient pas à le montrer comme ça plusieurs fois. Et là je suis assez d'accord avec eux. Enfin, t'imagines, t'as un truc qui est ultra performant, que t'es en train de tester, et puis hop tu te fais capter, au large des États-Unis, c'est pas très intelligent, mais bref, tu te fais capter, bah tu vas pas le refaire pendant des jours et des jours, tu sais, ok tu vas ramener le truc et tu vas dire ok maintenant on va le faire plutôt je sais pas en Sibérie ou je sais pas, mais on va arrêter de faire les cons à la frontière américaine parce qu'on vient de se faire capter. Donc là-dessus je suis assez d'accord, même s'ils en avaient la possibilité, bah est-ce qu'ils s'amuseraient à provoquer, à bait un peu des chasseurs américains? Moi ça me paraît bizarre parce que tu sais, je veux dire tu dévoiles complètement ta stratégie et tes avancées technologiques. Parce que, pour moi, ça fait pas de sens. On serait pas loin dans le dévoilement du mystère de la zone 51. Exactement. C'est leur technologie qui est normalement stockée. Enfin, ça c'est la légende urbaine. Ouais. Tout est stocké dans la zone 51. Mais effectivement, ils n'iraient pas au large du Mexique se balader avec leur truc. Après, c'est peut-être une technologie d'un autre pays. Après, effectivement, ils ont tendance à croire que les autres pays n'ont pas des technologies plus avancées. On le remarque, en tout cas, c'est récemment. On voit, par exemple, que les Russes ont des technologies, a priori, selon eux aussi, plus avancées que les autres. Mais voilà, si après, effectivement... Si elle fonctionne, effectivement, c'est ça. Mais c'est ça. Mais bon. J'aime pas trop. Je suis pas trop fan du. Ah ouais, s'ils en avaient la possibilité, on le saurait. Bon, bah non, peut-être non, on va peut-être pas aller jusque là, mais voilà, c'est ça. Alors la dernière, c'est les ovnis, évidemment. C'est les ovnis. Moi, ce qui me chicote là-dedans, c'est qu'à chaque fois, ça a pas l'air d'aller très très vite non plus, alors que tous les pilotes disent oh ça va incroyablement vite, en moins d'une seconde c'est parti, et puis ça fait des virages impossibles à faire par nous-mêmes, ça monte, ça descend, voilà. Dans les 3 vidéos, on voit rien de tout ça, à part la rotation sur eux-mêmes, et puis un moment un virage à droite qui a pas l'air vraiment rapide, tu sais, en gros, il n'y en a aucun qui est capable de quantifier très précisément la vitesse à laquelle tout ça vole sur les images parce qu'il n'y a aucune référence. Donc en fait, à partir de là, il faut s'en tenir à la parole des pilotes, parce que moi, je suis plutôt 90% sûr de pouvoir faire confiance. C'est quand même des gens qui ont un entraînement de fou, là, et qui sont très sérieux, donc on peut les croire, mais après, on n'a aucune preuve. Donc voilà, les virages ont l'air secs, il n'y a pas d'exhaust, donc ça... Évidemment, ça retire tout ce qui est avion ou missile. Enfin, tu sais, un missile, tu verrais la traînée. Oui, on verrait l'avion, tu vois la traînée, tu vois tout. Là, il y a pas tout ça. Donc effectivement, c'est c'est très bizarre. Moi, la question que j'ai là-dessus, c'est qu'est-ce qu'ils viendraient faire ici? Ils ont rien d'autre à faire que d'aller comme ça au milieu de l'eau, puis aller. Comme on se disait, aller bait un peu certains avions, puis faire joujou avec eux. Bon, moi je suis très très suspect sur tout ce qui est ovni, donc je peux pas vraiment croire à ça. C'est un peu l'américanocentrisme, quoi. C'est-à-dire que, comme par hasard, ils viennent toujours aux États-Unis. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils viennent jamais dans le Vercors, bordel? Tu sais, pourquoi ils viennent jamais à Paris? Venez à Paris, venez montrer tout ce que vous savez faire aux yeux de tout le monde. Je veux dire, non, c'est ça. Bon, c'est pour ça. Mais je pense que effectivement c'est étrange. Ouais. Je pense même que les personnes qui sont impliquées là-dedans sont de bonne foi. Je pense 100%. Mais malheureusement, elles sont victimes de quelque chose qui les dépasse peut-être. Phénomène météorologique. Mais en même temps, c'est bizarre, quoi. Enfin, tu sais, on voit bien que les caméras, c'est des caméras chaud-froid. Donc tu sais, tu vois un truc froid sur un truc chaud. Tu sais, c'est bizarre.
Et puis, et dernière chose, c'est quel est l'intérêt de déclassifier quelque chose d'aussi énorme, en tout cas si les États-Unis l'estiment ainsi. Oui. Imagine-toi que déclassifier la présence d'OVNI, c'est quand même, enfin, c'est révolutionnaire. Alors je suis d'accord avec toi. Soit. Ouais, et regarde, il y a que 30 secondes dans chaque vidéo, 30 secondes et une minute. C'est quand même assez étonnant. Parce que dans les vidéos qu'on regarde, c'est un shot de 30 secondes, une minute. On voit qu'il y a eu un avant, qu'il y a certainement un après, mais ça on le voit pas. Pourquoi est-ce qu'ils déclassifient juste ça ? C'est bizarre. Oui, voilà. À mon sens, en tout cas, c'est bien pour faire parler, mais ça n'a pas de. Disons que c'est là pour créer le mystère, quoi, finalement. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a un mystère en plus. C'est ça. Et ça fait parler. Après, et c'est ce qu'on fait. Est-ce que tu connais exactement on est nous-mêmes pris là-dedans. Est-ce que tu connais Bob Lazar ? Non, je connais Bob l'éponge, mais pas Bob Lazar. Alors Bob Lazar, c'est un ingénieur américain qui a travaillé au Texas et qui dit avoir travaillé dans la zone 51 et d'avoir en gros travaillé sur des technologies extraterrestres et compagnie. Il y a une très très bonne série sur Netflix qu'il faut que tu regardes. Je crois que c'est 4-5 épisodes sur lui. C'est un peu en gros, c'est un excentrique qui a l'air un peu normal. En gros, soit tu crois, de toute façon, soit tu crois son histoire, soit tu crois pas. Il y a des trucs pour, il y a des trucs contre son histoire. Tu sais, il y a des trucs qu'on a remarqués, il y a des trucs qui vont dans son sens, bref. Il a quand même été le premier à prédire l'existence d'un élément du tableau périodique quand même, qui aurait été découvert dans la zone 51 sur les trucs extraterrestres, et en gros lui aurait dit ça c'est l'élément, je me rappelle plus du nom de l'élément, il l'aurait prédit, puis quelques années plus tard ils ont dit oui c'est vrai, cet élément il existe et compagnie. Donc tu sais, je veux dire, il y a des trucs pour et après il y a des trucs contre. En tout cas je laisse à tout le monde le soin d'aller regarder l'épisode sur Netflix et tout ça. Et en gros, ce qu'il raconte, c'est que les Américains, ils ont récupéré une technologie extraterrestre. Tu sais, en gros, ils tricotent le fil, tu sais, de la zone 51. C'est une zone où ils essaient des technologies extraterrestres, d'essayer de les rétro-ingénierer sur nos propres choses. Du coup, ça pourrait être ce genre de choses. Admettons que Bob Lazar a raison. Si on est OK pour rêver un peu, il a raison. En fait, ce qu'on voit, c'est juste des appareils américains qui font des vols d'essai avec des technologies extraterrestres. Moi, c'est là que je vais vous laisser. Je vais vous demander ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Écoute, je pense que c'est une belle conclusion. Hein. En tout cas, le mystère est irrésolu, encore une fois, et il aura l'occasion de nous faire débattre encore de nombreuses heures. Exactement. Et du coup, on se retrouvera la semaine prochaine. C'est ça. Pour un Est-ce nouvel qu'on épisode. sait déjà ? Avant, on se capte sur les réseaux. Avant, on se capte sur les réseaux. On se voit sur Facebook, sur Discord, sur tout ça. N'hésitez pas à nous mettre une petite note aussi, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez qu'on discute de certains mystères, laissez-les nous sur Facebook, Discord, ou même en commentaire d'une note. On lit tout ça, on répondra à tout ça. Et puis, en attendant, est-ce qu'on sait déjà pourquoi on va se voir la semaine prochaine, David ? Oui, on sait. Et moi, la semaine prochaine, on va parler... Alors, je donne un indice, encore une fois, mais on va parler réincarnation. Oh, pas mal. Ça, alors, je sais pas pourquoi, mais je sens l'Historia Magazine, le retour de l'Historia Magazine un peu, non ? On va pas parler d'Émilie Saget, mais on va parler d'une réincarnation. J'en dis pas plus, je vous laisse sur votre fin. Et en attendant, on vous souhaite une bonne semaine à tous, bonne écoute, et puis à très bientôt. À très bientôt, salut. Allez, salut.